Je dirais aux jeunes Ivoiriens de moins danser, de moins s'amuser, d'aller à l'essentiel, de laisser tomber le buzz. Il faut qu'on se comporte comme les jeunes asiatiques. Vous voyez, au lieu de s'asseoir autour de 100, 120 bouteilles, 200 bouteilles de bière pour faire des compétitions de bière, ce serait mieux de faire des compétitions dans l'Internet, dans la production, dans l'élevage et dans ces choses-là. L'Eldorado, ce n'est pas ailleurs. Quand vous avez des jeunes qui dépensent 5 000 € pour traverser la Méditerranée, 5 000 €, même 1 000 €, on peut faire des affaires ici. On peut vendre du poulet, on peut vendre de la viande, on peut vendre des bananes séchées que vous avez vues. On peut faire quelque chose. Le leadership dans tout ce qu'on fait, c'est important, et la volonté de réussir. Mais pour réussir, il faut avoir déjà un objectif. Qu'est-ce qu'on veut être? Comment on se projette dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans? En Afrique, quand on rentre, ouais. c'est pas linéaire. C'est pas mathématique. Ouais. C'est beaucoup de sociologie. Okay. Comprendre la mentalité des gens. Okay. Et vous savez, dans le business, il y a toujours 5% de chance. Mais pour avoir la chance, il faut exister. Ouais. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui va vous tendre la perche, qui va vous faire confiance. Mais pour vous faire confiance, il faut qu'il vous trouve en activité. La Côte d'Ivoire est le pays le plus ouvert d'Afrique. Tu peux venir travailler, on ne va même pas te demander quelque chose. Tu peux acheter des terres en Côte d'Ivoire, on ne te demande rien. Je ne connais pas pour les autres pays, mais la Côte d'Ivoire, c'est comme ça. C'est le pays le plus ouvert en Afrique. Aujourd'hui, tu es un jeune homme ivoirien. Tu as, allez, on va dire 0 € dans ton compte bancaire, pour ne pas dire que tu pars avec une base. Hein. Tu peux après emprunter pour commencer un business. Et tu n'as pas de soutien particulier, mais tu as la possibilité d'emprunter. Et que tu te dis, bon, j'ai quelques connaissances et il faut que je trouve un moyen pour m'en sortir. Qu'est-ce que tu ferais? Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec Terre Noire. Aujourd'hui on est avec monsieur Touré Daouda qui est un entrepreneur. Aujourd'hui il va nous partager son parcours, il va nous donner quelques conseils parce que comme vous savez chez nous en Afrique il est toujours important de prendre les conseils des aînés parce que ceux qui ont vécu avant nous connaissent beaucoup plus les choses de la vie. Même s'ils n'ont pas tout vécu, ils auront toujours un regard différent du nôtre qui n'avons pas encore vécu grand chose. Donc restez scotchés sur cette vidéo parce qu'elle va être hyper intéressante et importante pour vous. Si vous voulez avoir des astuces, que ce soit en termes de business, si vous voulez aussi savoir quel peut être votre rôle, comment faire pour agir, pour ceux qui veulent en tout cas aujourd'hui agir en Afrique, ceux qui veulent entreprendre, bah, c'est le moment, c'est le rendez-vous qu'il faut. Donc bonjour Daouda. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien. Merci encore de nous recevoir aujourd'hui dans tes locaux. C'est un plaisir pour nous de t'interviewer parce que tu es une personne qui a un parcours plutôt atypique et nous justement le but aujourd'hui c'est d'essayer d'avoir ce genre d'interview avec des personnes d'abord premièrement locales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est actuellement à Abidjan en Côte d'Ivoire et il est important pour nous de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui connaît la Côte d'Ivoire pour pouvoir nous donner des réponses claires par rapport à son vécu et aussi par rapport à l'expérience que tu as. Donc je vais te laisser te présenter succinctement et ensuite on va pouvoir démarrer le sujet. Voilà, merci. Donc voilà, je suis Touré Daouda, je suis un produit de la Côte d'Ivoire. J'ai fait mon enfance en Côte d'Ivoire et l'école, le collège, le lycée, une partie du lycée, puis finalement j'ai fait le lycée à Amiens en France. D'accord. Pour des raisons de convenance. Ok. Et après cela, une année à Tolbiac. D'accord. L'université de Tolbiac, dans le 13e. Dans le 13e à Paris, d'accord, ok, voilà. Très bien. Puis je suis allé aux États-Unis, au Michigan, où j'ai successivement fait un bachelor en business administration. Alors,
Je vais te couper à chaque fois un voilà. petit peu dans ton parcours parce que je vais avoir quelques questions à chaque fois un peu pour essayer de comprendre pourquoi ce parcours-là, parce que les gens après vont bien vouloir se dire ah mais pourquoi partir de tel lycée, pourquoi avoir fait ça. Peut-être après ça expliquera plus tard quels étaient vraiment tes projets de base ou potentiellement tu changeais des choses. Donc tu as dit que tu as fait une partie de ton lycée, si j'ai bien compris, en Côte d'Ivoire et une autre partie en France. En France. Et donc à partir de quel moment tu es parti en France? Ben, je suis allé en France suite à une grève dont j'étais un des leaders. Ok. Et mon père, pour me mettre à l'abri de tout ça, dans les années 70, a préféré que je parte en France. D'accord. Je suis allé en France, j'ai eu mon bac à Amiens, au lycée mixte d'Amiens. Ok. Puis je suis allé à Paris. De Paris, j'avais des ambitions d'aller dans un pays anglophone, parler anglais. Donc je suis Pourquoi? Ben, parce que, en fait, je regardais, j'avais des idoles dans la vie. D'accord, et c'était qui tes idoles à cette époque? Ah, mes idoles, c'était des gens qui ont réussi, que je voyais à la télévision. J'avais déjà un grand frère que je connaissais, qui a fait ses études aux États-Unis. Et je voulais ressembler à cette personne-là. Parce que toujours, il faut avoir des idoles. C'est important, on reviendra sur cela. Ah, il faut toujours avoir des idoles. Voilà, il faut avoir des gens à qui on veut ressembler. On veut peut-être ressembler à son père, son oncle, ou quelqu'un de connu. D'accord. Et bon, écoute, après, je suis allé j'ai fait ce qu'il y avait à faire parce que j'avais une ambition vraiment. Je voulais être un homme d'affaires comme mon père, mais être plus que mon père. Ok, donc ton père était déjà homme d'affaires. Mon père était un homme d'affaires. Il n'est jamais allé à l'école. Ok. Il était très brillant. D'accord. Il avait du succès dans ce qu'il faisait. C'était un leader syndical, c'était un leader dans le commerce ici en Côte d'Ivoire, dans le transport, dans la distribution. Mais comment tu expliques que quelqu'un qui n'a jamais été à l'école ait cette capacité? Parce que c'est bien d'avoir la fibre entrepreneuriale et ça on sait qu'on peut naître avec. Mais après avoir la capacité managériale d'une équipe, est-ce que ça ne demande pas à un moment donné certaines compétences ou finalement il a développé ses compétences en autodidacte? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'aimerais bien comprendre cette partie. Ça demande beaucoup plus. C'est un trait de caractère qu'il faut avoir. On peut naître leader ou ne pas naître leader. D'accord. Je vous donne un exemple simple. Oui. Mon père, quand le président Faure-Boigny a dissous le travail forcé, alors il y avait des travaux qui avaient commencé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pour continuer, il s'est dit, bon, les Blancs ne peuvent plus diriger les travaux forcés. Moi, je prends des équipes et je continue le travail. Il a eu cette force, il a fait. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il avait le sens du leadership par rapport aux autres indigènes qui étaient là, qui ne savaient ni lire ni écrire. D'accord. Et c'est important. Le leadership dans tout ce qu'on fait, c'est important. Et la volonté de réussir. Mais pour réussir, il faut avoir déjà un objectif. Qu'est-ce qu'on veut être? Comment on se projette dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans? Comment on se protège? D'accord. Moi, mon idole, c'est d'abord mon père. Oui. Et je me dis, je voulais être comme mon père. Je voulais lui ressembler. Parce que quand j'étais petit, je voyageais avec lui. Ok. J'allais dans les entreprises en Europe. Je revenais avec lui. J'ai dit, waouh, il faut que je sois comme lui. Mais du coup, moi j'ai une question. Quand tu dis qu'il n'a pas étudié, là tu parles d'études supérieures? Ah non. Ou vraiment depuis l'élémentaire? Il n'est pas là à l'école, il a fait l'école coranique. D'accord. Il a fait l'école coranique. Ok. Et quand il y avait la coupe de bois, les ouvertures de route et tout, il allait travailler comme les autres. Ok. Après, quand vous travaillez toujours, le maître blanc vous dit, bon, toi tu es le chef d'équipe. Mais il regarde, c'est comme une équipe de foot. On regarde celui qui peut mener la troupe. Ouais. Et c'est ça. Et il a mené la troupe. Okay. Voilà, c'est comme dans une armée. Donc il a mené des gens qui avaient des grands parcours, qui avaient étudié. Voilà. Parce qu'il avait cette capacité de lead, en tout cas ils avaient ce leadership-là. Ce leadership. D'accord. Tu peux ne pas être le meilleur, mais il faut avoir cet esprit de leadership. Alors, ok. Et non seulement tu as l'esprit de leadership, mais il faut avoir derrière un objectif. D'accord, un objectif bien précis. Bien précis. Alors revenons un petit peu sur l'université du Michigan. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours là-bas? Alors, comme j'ai fait ce que j'ai fait comme parcours, simple, hein? J'ai fait mon bachelor à Eastern Michigan University, à Ypsilanti. Puis, après le bachelor, je suis allé faire ce qu'on appelle commerce international et langue. Comme je parlais déjà français et que j'étais dans un milieu
américain, anglais, et je parlais anglais. Ouais. Et j'avais des bases en espagnol, donc j'ai fait espagnol. D'accord. Pour ajouter, Approfondir. pour ajouter une autre langue au français, à l'anglais et à ma langue natale de Côte d'Ivoire. Alors, donc, moi j'ai une question du coup par rapport à ça, parce que c'est très important d'aborder ce sujet de l'anglais, parce qu'à cette époque, les gens ne parlaient pas anglais comme aujourd'hui. Alors bien sûr, il y avait cette dépendance déjà technologique qui était qu'à l'anglais, puisqu'il n'y avait pas encore la Chine qui dominait. Tout à fait. Mais est-ce que déjà à ce moment-là, en Afrique par exemple, les gens se rendaient compte de l'importance de l'anglais, dans le cas des pays francophones? Qu'est-ce qui toi t'a poussé à te dire qu'il faut que j'aille dans un pays anglophone? Quel a été l'élément motivateur finalement? En fait, durant ces années, c'est les années 80, hein, Okay. la jeunesse ne pensait pas qu'il fallait apprendre l'anglais pour avoir un plus. Les gens n'y pensaient pas. D'accord. Vous savez, 80% des bouquins, Ouais. des bouquins scientifiques ou dans le commerce, 80% sont écrits en anglais. Ouais. Tout est écrit en anglais. Ouais. Et moi, j'étais dans un lycée en France. Bon, j'ai toujours été amoureux de tout ce qui était anglophone. Ouais. Ça n'a rien à voir avec notre interview. Mais j'étais le chanteur de l'orchestre. Et la musique qui passait, c'était la musique américaine. Ok. Et comme j'étais le chanteur, j'ai été toujours fasciné par tout ce qui était anglophone. D'accord. Et j'ai décidé d'aller aux États-Unis. En plus de ce que je voulais être, je me suis dit, bon, c'est là où je me retrouve le plus. Je ne me retrouvais pas dans un milieu francophone. Ok. Je trouvais que c'était un peu trop lent, trop... c'était pas mon truc. Mon D'accord. truc, c'était quelque chose de fast. Ok. Comme la nourriture, le fast food. Ok. Très Voilà, bien. c'est ce qu'il fallait. Très bien. Et je voulais être rapide, je voulais faire plus que ce que j'ai. Voilà, c'était ça mes ambitions. Ok. Et donc après l'université, que s'est-il passé après, une fois que tu as fini tes études? Après l'université, j'avais la possibilité, comme beaucoup d'Africains, de rester aux États-Unis. Oui. C'était facile d'avoir la nationalité à l'époque, dans les années 80. Je suis revenu en 86. Et je me suis dit, il faut que je rentre chez moi. Pourquoi? Il C'est faut la que je grande question. rentre. Ouais. Il faut que je fasse comme mon père et plus que mon père, que D'accord. j'admirais. Donc toi, ta motivation de rentrer, c'était simplement de faire comme ton père et surtout de faire plus que ton père. Plus que mon D'être père. un meilleur businessman que ton père. Voilà, un meilleur businessman que mon père. D'accord. De continuer ce que mon père a planté et d'essayer de faire comme lui. Parce que tu aurais pu être un meilleur businessman aux États-Unis. Ah oui, Et oui. pourquoi avoir choisi de rentrer pour le faire du coup en Côte d'Ivoire? Ben, écoutez, j'ai décidé de rentrer, je vous assure, ce n'est pas par amour pour la Côte d'Ivoire, hein. C'est par amour pour moi-même, mes ambitions. D'accord. J'aurais pu me retrouver en Australie. D'ailleurs, j'ai essayé d'aller en Australie. Ouais. On a volé mes bagages à la gare de Milan, Ok. quand je suis arrivé en Italie. C'est pour ça que je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Ok. Pour moi, le monde est une planète. Le monde, c'est la globalité. Ouais. Je peux vivre au Japon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout. Ça n'a pas d'importance. Mais je voulais rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait des jalons qui étaient déjà plantés pour moi. Ok. Et j'arrive en Côte d'Ivoire. Mon père me dit non, on ne va pas travailler ensemble. Je veux que tu ailles en entreprise pour apprendre. D'accord. Ah oui, oui. Et est-ce que tu penses qu'il avait raison de te dire ça? Je pense qu'il avait raison. Il faut apprendre en entreprise. Ok. On ne s'érige pas businessman comme ça. D'accord. Il y a des codes. Vous comprenez? Quand on veut être grand, on apprend. On apprend. Effectivement. On apprend. Parce que moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, le fait que tu aies été en entreprise, ça t'a aidé quelque part, ça t'a apporté du positif toi-même dans les entreprises que tu as créées aujourd'hui? Ah oui, ça m'a aidé de savoir faire, Ouais. la méthodologie, comment ces entreprises-là fonctionnent. Par exemple, je travaille dans une banque. Mon premier boulot, c'était dans une banque. Ok. Voilà. Quelle banque? Bank of Credit and Commerce International. Ça appartenait à des groupes pakistanais et avec des grands capitaux. Ouais. C'est une banque qui a fermé pour des raisons de blanchiment Ok. d'argent dans les années 86. D'accord. Ce sont les éléments de cette banque qui ont créé EcoBank après. Ok, très bien. J'ai travaillé dans cette banque. EcoBank aussi? Non, Ah non, pas juste Bank EcoBank. of Credit, ok. Voilà, ce sont les patrons qui ont travaillé. D'accord. Et moi, j'étais superviseur du service informatique et marketing. Ouais. Voilà. Et parce que c'est à cela que prêtait mon profil.
Ok. Voilà. Et donc, Parce que je me sens quelqu'un de sympathique, d'ouvert, aller vers les gens. ouais. Puis après, je suis rentré à Coca-Cola, West Africa. Ok. Il y a Ok, eu, Coca-Cola. oui, il y a eu un recrutement. D'accord. Et j'ai été recruté sans magouille, sans business. On était près de 80 personnes. Ouais. Et c'est là où l'anglais m'a aidé. Ah, On était supposés tous avoir le même background, yeah. le même Un peu le même parcours. Le même parcours. Ouais. n'est-ce pas? Parce que c'est ce qui a été exigé. Ouais. Mais où j'ai été plus performant, c'est dans l'anglais. L'anglais a fait la différence. L'anglais a fait la différence. Et ça, je reconnais. Petit aparté pour les personnes francophones, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, là on parle des années, on est dans les années 80-90. Aujourd'hui, on parle encore d'une dépendance encore plus grande de l'anglais. Aujourd'hui, c'est même indispensable. Si vous ne savez pas parler anglais, c'est un problème. Enfin, dans la plupart des postes, vous n'allez pas trouver quelque chose, ou du moins, vous allez être bloqué simplement parce que vous avez du mal à parler anglais. Donc revenons sur le sujet. Alors, à diplôme égal, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Ouais. Qu'est-ce que vous avez de plus? Quelle est la valeur ajoutée que Quelle est la vous valeur ajoutée? Votre personnalité, votre leadership. Vous avez les mêmes diplômes. Moi, je faisais l'anglais. Ouais. Et en plus de l'anglais, quand je monte mon CV, j'avais quelque chose de plus qui n'avait rien à voir avec le business que je faisais. Ouais. Mais c'était des choses, quand on regarde, on dit waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a appris? C'était quoi? Oh tiens, il sait jouer au golf, il sait jouer au tennis, Ouais. il saute au parachute, il sait piloter un avion. Tout de suite, les gens se disent, ben, quand on t'interviewe, on ne parle plus de l'interview, on parle des choses extra que tu sais faire. Effectivement. Ah ouais, ouais. Et donc après Coca-Cola, Ben, après Coca-Cola, je me suis dit, ah, mon père s'est fait vieux, il faut que j'aille l'aider, travailler avec mon père. Je suis allé travailler avec mon père, ça n'a pas marché. ok. Donc ça c'était le premier échec. Non, ça n'a pas marché de travailler avec mon père. Pourquoi? C'est deux écoles différentes. Oui. Vous vous rendez compte, moi je viens des États-Unis, Ouais. je rentre dans l'entreprise de mon père, qui non seulement était un homme d'affaires et devenu député dans sa circonscription, Ouais. et je vais lui imposer un salaire. Il n'est pas d'accord. Ah non, il n'est pas d'accord. À l'époque, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais papa, il faut que tu t'imposes un salaire. Tu ne peux pas prendre les ressources de l'entreprise et puis aller distribuer au peuple. Ouais. Non, l'État n'a pas l'argent, il faut aider l'État. Ah non, je ne comprenais pas ça comme ça. D'accord. Bon, plus tard, j'ai été député moi-même et puis j'ai compris. Ok. Tu as compris la démarche de ton père, c'est peut-être la méthodologie pour lui qui n'était pas. Voilà. Parce que les hommes d'affaires en Afrique, en général, ils ne se fixent pas de salaire dans leur entreprise. L'entreprise, c'est leur poche, ils se servent. Moi, non. Il faut Moi, mettre ici, un je cadre. suis salarié. Oui, je suis salarié. Bon, j'ai des avantages, mais je suis salarié. D'accord. Je me fixe un salaire. Donc ensuite, donc ça ne fonctionne pas avec ton Papa. père. Voilà. Et que se passe-t-il après? Ben, après, c'est difficile de dire oui, papa, je vais partir. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé le voir. J'ai dit, mais papa, vraiment, il faut que moi je parte, j'ai envie de faire autre chose. Et je suis allé faire autre chose, je me suis lancé dans des aventures qui n'ont pas marché du coup. D'accord. Ah. Ah oui, des aventures qui n'ont pas marché du coup. Donc ça, c'était on va dire ton premier business tout seul, puisque Oui, là, oui. tu ne travailles pas avec ton père, Voilà, tu n'es plus dans une entreprise, c'est ça. tu décides d'aller entreprendre et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'était quoi comme activité? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Voilà, tu as une d'accord. explication? J'ai une Cet échec. explication. Avant d'aller travailler, comme ça ne marchait pas, je suis allé enseigner dans une Ok. école supérieure de communication. D'accord. À l'école française des attachés de presse en Côte d'Ivoire, Ok. j'enseignais l'économie contemporaine. J'enseignais à tous ceux qui n'ont pas les vraies notions, aux professionnels qui n'ont pas les vraies notions d'économie, de comprendre le langage économique. Quand ils allaient par exemple interviewer, comme vous, une personnalité politique comme un Premier ministre, Oui. il fallait comprendre le b.a.-ba. C'était ce que je faisais. Donc j'avais des élèves qui étaient des attachés de presse dans des entreprises, dans des ministères, des journalistes comme vous d'ailleurs. Et voilà. Et la question c'était quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est qu'est-ce passé? qui n'a Est-ce qu'il y a pas une marché? raison? Oui. Ce qui n'a pas marché, c'est que j'avais l'impression que je n'étais pas compris avec les gens, mes employés, les gens avec qui je travaillais. Ouais. C'est là où j'ai compris que les gens n'étaient pas formés. Les gens n'étaient pas formés. Quel que soit ce que vous faites, si vous travaillez avec des gens qui ne sont pas formés, des gens qui ne comprennent pas le business,
vous n'allez nulle part. Ok, Voilà. on va arriver On arrive. aux formations. Donc le premier échec, c'était finalement, on va dire, les ressources humaines. C'était les ressources. C'est-à-dire qu'il y avait des ressources humaines, il y avait un déficit de formation. Voilà. Ok. Ce qui est un problème quelque part, parce que si finalement il y a une mauvaise formation, derrière on produit pas de la qualité. C'est ça. Et le grand problème, qui était le problème? C'était moi, c'était pas eux. Oui. Eux, c'est des victimes. Mais moi, j'ai pas pu comprendre cela. D'accord. J'ai voulu mettre la barre haut. Ok. Et j'ai pas compris que les gens réagissaient pas comme je voulais. D'accord. Voilà. Parce que le business en Afrique, quand on rentre, Ouais. c'est pas linéaire. C'est pas mathématique. Ouais. C'est beaucoup de sociologie. Ok. Comprendre la mentalité des gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les gens qui veulent entreprendre en Afrique, ils doivent déjà passer par cette case de sociologie. Ah, sinon, oui. C'est ça. Ils sont très proches de l'échec. Enfin, on peut dire ça comme ça. Tu auras beau faire des études, des études marketing, Ouais. des études, je sais pas, financières. C'est pas ça. C'est de comprendre comment le consommateur réagit et comment tes employés réagissent. D'accord. Avant qu'on attaque le sujet justement de l'emploi des jeunes, de la formation, je vais revenir sur quelques points. Tu as dit au tout début que du coup tu as été dans un lycée en France, donc tu as eu déjà la chance d'avoir un père qui était businessman, ce qui déjà a créé en toi, je pense, la fibre voilà, du business. Ça veut dire que si tu as pu être en France, parce que parfois les gens peuvent dire, bon, ça a peut-être été plus simple pour toi, parce que financièrement déjà, tu pouvais aller en France. Mais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas été à l'étranger, tu aurais eu le même parcours, ou du moins, tu aurais aussi tout autant réussi? Oui, je pense que si je n'étais pas allé à l'étranger, j'aurais eu pas le même parcours. J'aurais réussi peut-être beaucoup plus même. Ah bon? Ouais. Je vous l'ai dit franchement. Moi, Mon père me disait toujours, il dit, mon fils, tu vois pourquoi j'ai réussi? J'ai dit non. Il dit, parce que je ne suis pas allé à l'école. Il dit, parce que quand on va à l'école, on ne prend pas de risques. Quand on va à l'école, on ne fait que des calculs. On rejette. On fait de la procrastination. Ouais. Je ne sais pas si ça te dit en français. Oui, procrastination, oui. Voilà. On remet à demain ce qu'on peut faire. On a peur de prendre des risques. Vous savez, il y a 30 ans en arrière, les plus riches de ces pays, c'était les analphabètes, ceux qu'on appelait les djoulas. C'était les analphabètes, c'est-à-dire c'était nos pères. Et nous sommes allés à l'école, en Côte d'Ivoire, en Europe, aux États-Unis, et quand on revient, on a un peu peur. On a envie d'être des employés, on a envie de travailler à la fonction publique, on a envie d'être des hauts cadres. Et pour joindre les deux bouts, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on n'a pas les moyens, souvent, les salaires ne suivent pas la formation, la haute formation qu'on a eue. Souvent, on est moins payé que la bourse qu'on avait à l'étranger. C'était mon cas. Okay. Si je restais dans ça, un petit employé quelque part, pour joindre les deux bouts, j'étais obligé d'être corrompu. Ok, d'accord. Voilà. Ça veut dire que finalement, le fait d'être parti à l'étranger a peut-être réduit du coup cette possibilité d'être peut-être plus grand, enfin de prendre plus de risques. Mais bon, ça ne t'a pas en tout cas empêché à avoir quand même le parcours qui est le tien, de quand même pouvoir réussir, puisque voilà, tu t'es quand même donné tous les moyens nécessaires. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans... Avant que tu rentres, on va résumer ça. On peut réussir sans être parti en Europe ou aux États-Unis. Ah oui, totalement. Je l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr. On va pouvoir enchaîner sur un sujet parce que je t'ai entendu dire que si tu y es rentré, c'est pas peut-être parce que tu étais attaché à la Côte d'Ivoire, ce qui est un discours que j'entends. Il y a quelque chose par contre que je n'ai pas très bien compris, c'est que si tu es devenu député en quelque sorte, c'est qu'à un moment donné tu as eu envie d'aider ton pays, en tout cas de faire partie du développement, en quelque sorte, de ton pays. Et qu'est-ce qui a créé donc ce changement, puisqu'au départ, toi tu es rentré finalement, c'était pas nécessairement pour la Côte d'Ivoire, et qu'est-ce qui t'a fait rendre compte du fait que tu dois agir aussi en quelque sorte? Ah, comment on passe du business à la politique peut-être, c'est ce que tu veux dire? Moi, alors pas la politique de manière générale, mais surtout si tu te mets dans une action parce que tu veux aider, c'est-à-dire si tu as été député, c'est parce que tu voulais agir pour un peuple. Voilà. Et comment tu passes d'une personne qui rentre simplement au pays, qui finalement veut juste faire son business, et tu dis,
j'aimerais bien aussi agir pour aider tel groupe de personnes. Alors j'arrive. Donc, Ok. je comprends bien la question. Moi, étant un homme d'affaires, je vois qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de lacunes, beaucoup de choses qu'on peut faire. Ouais. Ce que les autres voient, et nous, en général, étant ici, nous ne voyons pas. Mais j'ai vu de loin. Je me suis dit, nos populations souffrent, nos populations ont des besoins, la jeunesse, elle souffre, elle n'a pas de repères. Hein? Si vous regardez nos programmes de télévision en Afrique, danse, danse, danse. Ouais. Hein? Nos universités, il n'y a pas de concours scientifiques, des concours d'innovation, de création. Tout est basé sur l'amusement. J'exagère. Hein? Oui. Alors, et moi, je vous signale déjà que quand j'étais à l'université, je parle des leadership tout à l'heure, Ouais. j'étais un des leaders de l'université pour la lutte anti-apartheid. D'accord. J'étais ce qu'on appelle un défenseur des droits de l'homme. Et donc, j'ai participé dans la lutte anti-apartheid dans le Michigan, Ok. le boycott des entreprises qui faisaient du business avec l'Afrique du Sud, notamment Shell à l'époque. Ouais. Même nos universités où le fonds de pension des employés était investi en Afrique du Sud, nous avons combattu tout ça et nous avons levé des fonds aussi pour les prisonniers politiques sud-africains. Ceci étant une parenthèse, c'était de vous dire que j'étais déjà concerné par les droits de l'homme, concerné aussi par la vie des Africains. D'accord. Étant un Africain, je retourne en Côte d'Ivoire, je travaille, je fais le business, et puis après, j'ai fait du business qui a marché aussi. Ah. Donc, ouais. Ça ne s'est pas arrêté qu'à l'échec. Oui, hein. bien sûr. Donc, sinon aujourd'hui, ce serait compliqué. Voilà, donc je décide de rentrer dans la politique parce que j'ai dit, waouh, je peux apporter quelque chose. Parce que les politiciens que je voyais, ils faisaient de la politique politicienne. Vous comprenez ce que c'est? La politique politicienne, c'est faire de la politique parce qu'on est dans un groupe, c'est la pensée de groupe. C'est pas fait avec des objectifs qui peuvent amener la société à un niveau où elle peut avoir des avantages, améliorer leurs conditions de vie pour eux, pour leurs enfants. Et je me suis dit que je pourrais faire quelque chose. D'accord. Okay. Et je suis rentré à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'ai gagné les élections en 2011-2012. D'accord. Je suis rentré à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Okay. Je me suis lâché, comme on dit. J'ai eu la chance aussi de rentrer au Parlement de l'Union africaine. D'accord. Oui, comme député, représentant la Côte d'Ivoire avec 4 autres députés en Afrique du Sud, à Midrand. Okay. Et on a eu à faire des choses pour l'Afrique, développer l'Afrique, donc la Côte d'Ivoire. Okay. Et j'étais un député atypique parce que je ne faisais pas comme les autres. Donc vous comprenez, à la fin de mon mandat, ils ont jugé que je ne pouvais pas représenter le parti pour lequel j'avais été élu. Et de façon sportive, fair play, j'ai accepté, je suis parti. Et je vous assure que maintenant, je me sens mieux. Oui, tu es resté attaché à ta vision des choses et à tes convictions. Ok. C'est très bien, on a entendu le parcours, c'est un beau parcours. Bien sûr, on va revenir un peu sur la partie business tout à l'heure dans les questions que je vais poser, notamment sur la jeunesse, comment est-ce qu'un jeune peut faire. Enfin, on va aborder un peu toute cette partie-là. C'était important pour nous déjà de resituer un petit peu le parcours, parce que c'est le parcours qui fait l'homme, hein, comme on dit, c'est le vécu qui fait l'homme. Et aujourd'hui, toi, lorsque tu regardes la Côte d'Ivoire, moi je vais donner mon avis sur la Côte d'Ivoire, un avis extérieur, je vois que c'est un pays qui est en plein développement, qui vraiment, il y a une croissance économique incroyable. Et aujourd'hui, toi, lorsque tu vois cette croissance économique incroyable, ça veut forcément dire qu'il y a des opportunités. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les opportunités dont on parle de la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens qui sont en train d'en profiter, actuellement? D'accord. Continuez. Donc, est-ce que ce sont les Ivoiriens qui sont en train d'en profiter actuellement? Est-ce que finalement,
quand je parle d'en profiter, je ne parle pas de petits commerçants qui sont en train de vendre, je parle de gros business, parce que toi tu es dans le monde de l'entrepreneur, donc tu vois, tu rencontres ces personnes-là. Est-ce que tu vois autour de toi des Ivoiriens avec des gros business qui tiennent, en tout cas, que ce soit des industries, que ce soit de grosses entreprises, pour dire que par rapport à cette croissance économique, la Côte d'Ivoire, non seulement bénéficie, parce que le peuple va bénéficier de manière générale, mais aussi surtout crée, et pas seulement des employés qui potentiellement sont employés par des puissances étrangères. Alors, ce que je vais dire à ce sujet, il faut reconnaître que l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans une politique de développement accélérée. Nous avons eu l'effacement, ou presque l'effacement de notre dette, à travers le programme PPTE. La Côte d'Ivoire est devenue crédible. Il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est incrédible par sa politique économique et puis aussi par aussi son leadership. Il faut le reconnaître. Mais à savoir, est-ce que cette croissance bénéficie directement aux Ivoiriens? Vous savez, en économie, il y a l'effet latent de certains programmes. Vous faites des programmes aujourd'hui, on a l'impression que ça ne profite pas aux gens, mais c'est latent. Les effets sont latents, c'est-à-dire que c'est plus tard, c'est pas immédiatement. Oui. Mais ce qu'il faut, pour venir à votre question, est-ce que dans tout ce que nous voyons, est-ce que des entreprises ivoiriennes, est-ce qu'il y a des champions ivoiriens qui sont dans le jeu de cette croissance? Oui, il y en a, mais ce n'est pas assez. Okay. Et je me souviens, quand j'étais à l'Assemblée nationale, on recevait le ministre du Plan, et j'ai eu à prendre la parole pour demander au ministre du Plan que j'aurais souhaité que 30% des travaux soient alloués aux entreprises locales. Ok. Voilà. Et le ministre qui a répondu que ceci étant son souhait, mais malheureusement les entreprises locales ne sont pas outillées pour répondre aux besoins que nous avons. D'accord. Maintenant. Vous comprenez? Beaucoup de multinationales viennent, mais ce qu'il faut avantager, c'est cette formation dont on va parler peut-être, et surtout le transfert des technologies. Et c'est sérieux. Et tout ça doit être mis dans les cahiers des charges de ces entreprises, que ce soit des entreprises chinoises, françaises, américaines, ou je ne sais pas, marocaines, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises marocaines. Et il faut qu'il y ait le transfert de technologies, ce soit écrit noir sur blanc et signé. Vous comprenez? D'accord. Oui, il n'y a pas de demi-mesure. Si on veut arriver à gérer notre pays, à faire l'entretien de ce que nous achetons chez les autres, d'ailleurs, il faut former les gens. Oui, très bien. N'est-ce pas? C'est clair. Et justement, ça, on va arriver donc à la question de la formation. Il n'y a pas de débat dessus. Aujourd'hui, pourquoi il y a un problème sur la formation? Pourquoi aujourd'hui les jeunes ne sont pas formés? Moi, j'ai fait le Lan, j'ai visité Abidjan, je vois des grandes écoles, vraiment rien à dire. J'ai même fait une avenue où justement, il y a un côté l'école militaire, de l'autre côté, j'ai vu il y avait HEC, ensuite il y avait l'école de police, ensuite il y avait l'université. Donc c'est vraiment une avenue où on a vu beaucoup d'écoles. Tout à fait. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces grandes écoles-là, et d'ailleurs je venais de voir une information il y a je crois une semaine où comment on appelle ça, le major de la promo de l'école militaire en France, c'est un Ivoirien. C'est ça. Et comment expliquer qu'il y a toutes ces écoles, il y a toutes ces formations et qu'on parle du problème encore de formation? C'est ça. Comment est-ce que tu peux nous expliquer ça? Où est le déficit? Est-ce que finalement c'est simplement parce qu'on forme que des bureaucrates et pas de techniciens? Enfin moi c'est vraiment les questions que je me pose. C'est pour ça qu'on voit ce problème de formation. Est-ce que toi tu as une réponse par rapport à ça? Ben écoute, moi j'ai une réponse qui est très très personnelle. Ok. En Afrique, je prends le cas de la Côte d'Ivoire que je connais. Est-ce qu'on fabrique les simples boutons là, de chemise? La manière dont vous êtes habillé, rien ne vient d'Afrique. Rien ne vient d'Afrique. Ni les boutons, ni votre croix, ni les micros que je porte, ni les caméras. Il y a des choses qui sont simples qu'on peut faire en Afrique. Au moins commencer à monter.
La Côte d'Ivoire, l'avantage que nous avons eu depuis l'ère du président Houphouët-Boigny jusqu'à là, président Ouattara, nous avons beaucoup d'écoles. Nous avons beaucoup d'écoles. Mais les enfants que nous avons eus, à un certain moment, il faut reconnaître que le niveau a vraiment baissé. D'accord. Le niveau a vraiment baissé. Moi, en tant que chef d'entreprise, quand je veux prendre un enfant, oui. Je veux embaucher quelqu'un, je vois son CV, qu'il soit bon ou mauvais, mais quand je travaille à la personne, je vois qu'il y a des lacunes. Les écoles techniques, je pense qu'actuellement, il y a des efforts qui sont faits pour les équiper. Oui. Donc les écoles techniques dans l'hôtellerie, par exemple, vous prenez des gens qui sont sortis de l'hôtellerie, ils ne savent rien. Le BTS, ça ne veut rien dire en Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un qui a le BTS, pour moi, c'est quelqu'un qui a le CAP en France, il sort dans une école où il a eu à faire des machines, il a travaillé et tout. Mais heureusement, l'État est en train de remédier à ce problème-là. Il y a 28 centres de formation en Côte d'Ivoire, à travers la Côte d'Ivoire. D'accord. Dont un centre dans mon village à Kolia. Ok. Non équipé. Il faut équiper ces centres. Il faut envoyer des enseignants. Et les enseignants, on n'a pas. Les enfants ne sont pas formés parce qu'on n'a pas de bons enseignants. Parce que les enseignants même ne sont pas formés. C'est là où il faut repasser encore à la coopération avec d'autres pays, envoyer des enseignants, le trop plein des enseignants des autres pays pour venir se frotter. Ramener la formation. Ramener la formation dans le travail. Il n'y a pas de complexe. Quand on ne sait pas, soit on va apprendre, ou on envoie les apprenants ici et on apprend avec eux. Il n'y a pas de complexe. Ouais. Vous avez compris? Moi, par exemple, j'importe des véhicules de lutte contre les incendies, des véhicules pompiers. Et quand il vient, j'achète ces véhicules-là. Mais il faut des gens pour venir nous expliquer comment ça marche. Ouais. On ne va pas prendre toutes les équipes que nous avons pour aller, par exemple, en Afrique du Sud, pour aller apprendre comment faire tourner les systèmes électroniques et tout ça. Ouais. Donc, il faut qu'on continue dans cette coopération avec les autres pays. Okay. Vous voyez, ce n'est pas la magie. Et puis maintenant, il y a la volonté politique. Qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce que nous recherchons des gens dans les connaissances sociales? Est-ce que c'est ça notre but? C'est ça qui nous intéresse? Est-ce que nous cherchons des techniciens pour que les entreprises qui sont encouragées à venir en Côte d'Ivoire puissent trouver sur place le personnel qu'il faut? Ouais. Si tel est le cas, il faut que la Côte d'Ivoire et les pays africains, surtout, s'engagent à former des techniciens. Des techniciens. Ah oui. Et surtout sur un pays en chantier, oui. Voilà. On a besoin. Il faut même forcer les gens à aller dans des filières techniques où ils vont apprendre des choses pour pouvoir rentrer dans les entreprises qui en ont besoin. Il faut un tandem entreprise et éducation. Et ça, il le faut. Très bien. Maintenant, tu as évoqué quelque chose qui est hyper important en parlant de la formation, où tu as parlé du matériel. Parfois, oui, il manque des équipements. Donc aujourd'hui, il y a une responsabilité quand même sur la partie équipement, mais je ne dirais pas que, parce que l'autre partie en tout cas, de tous les étudiants ivoiriens qui finalement vont à l'étranger pour aller étudier, qui apprennent des choses, qui ne rentrent pas, ça aussi, ça cause un problème, parce que finalement, si on se dit, comme tu l'as bien décrit, c'est soit on appelle des gens de l'extérieur pour venir nous enseigner, soit on prend des gens de chez nous, on les envoie pour aller apprendre, mais finalement ceux qu'on envoie pour aller apprendre, lorsqu'ils ne reviennent pas, finalement on ne fait que perdre dans cette solution-là. Est-ce qu'aujourd'hui il vaudrait mieux faire, donc je pense que c'est Mao qui le faisait en Chine, il avait fait venir des techniciens, et il a mis des apprenants chinois qui ont appris toutes les technologies, qui derrière ont créé. Est-ce que donc il y a une part de responsabilité de la diaspora, en tout cas qui ne rentrent pas, qui n'apportent pas ce qu'ils ont appris, qui fait qu'il y a toujours ce déficit de formation? Oui. Et pour cela, il y a deux choses. Est-ce que la diaspora veut rentrer vraiment en Afrique? Parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora aussi qui sont allés, qui n'ont rien étudié. Oui, en l'occurrence, je parle de ceux qui ont étudié, parce que ceux qui... Merci. Voilà. Ceux qui ont étudié, ils veulent rentrer. Il peut y avoir deux problèmes. Le premier problème, le monsieur, il rentre, il s'est dit, le salaire que je vais trouver en Afrique, ça ne peut même pas me permettre de m'en sortir. Il n'a pas la sécurité de l'entreprise et il n'est pas sûr d'avoir l'utilité. Parce que vous pouvez venir en Afrique et puis désapprendre.
D'accord. Quand vous avez fait des études dans le nucléaire, je ne sais pas, à Paris ou aux États-Unis, dans le Michigan, je ne sais pas, et que vous venez en Côte d'Ivoire, vous allez désapprendre. Parce que vous n'êtes pas allé faire des études ciblées sur les besoins de l'Afrique. Oui. Voilà. Supposons que vous avez fait des études ciblées sur les besoins de l'Afrique. Quand vous venez, il faut un peu d'humilité. Quand vous venez, sachez que vous venez dans un cadre nouveau et que vous devez accepter les sacrifices à faire. Parce que là, vous aimez votre pays et vous êtes prêt à faire des sacrifices, à gagner moins que ce que vous aurez gagné en Europe. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà avoir l'expérience qu'il faut après vos études en Europe ou aux États-Unis. Vous avez une sacrée expérience, vous avez mis un peu d'argent de côté et vous revenez en Afrique pour vous essayer en Afrique, pour voir si vous vous plaisez et si vous pouvez rentrer dans le moule du développement de l'Afrique. Par exemple, vous venez de l'Afrique, vous avez fait des études et puis vous décidez de venir faire des fermes en Afrique. Soyez les bienvenus. Mais quand vous arrivez en Afrique, soyez patients. Comprenez les Africains. Amenez-les à épouser votre façon de voir, en comprenant leur façon de voir aussi. Et ça, c'est important. D'accord. Et donc ça veut dire, enfin si j'ai bien compris, c'est qu'aujourd'hui pour ceux qui vont se former, effectivement il faut que déjà qu'ils essaient d'avoir quelques garanties financières et une fois qu'ils ont ces garanties financières, ce sera un peu plus simple pour eux de pouvoir faire le retour et d'essayer de faire des choses. Et maintenant, quel est donc ton avis par rapport à l'entrepreneuriat? Parce que je sais que voilà, tu entreprends, finalement tu es né dans une famille de businessmen, donc tu as déjà cette fibre entrepreneuriale et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu as parlé de ta société où tu distribues donc les équipements pour les incendies. Aujourd'hui, toi en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, j'imagine que tu as des fournisseurs. J'imagine que ça n'a pas toujours été simple. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune Ivoirien qui se dit bon, parce qu'on a entendu ton parcours et très rapidement, je pense que toutes les personnes qui suivent, ils se disent « Ah, ce monsieur a fait beaucoup de choses ». Parce que finalement, à un moment, tu as été à Coca, à un moment donné, tu as été à la banque, tu as fait un peu d'aviation. Et bon, tout le monde n'a pas la capacité de faire tout ça, ou tout le monde n'a pas forcément le parcours de faire tout ça. Mais quelqu'un qui voudrait entreprendre, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pays en plein développement, et ça tombe bien, on n'est pas très loin de la Coupe d'Afrique des Nations. Il se dit « Moi, j'ai envie d'entreprendre, je sens que j'ai envie, je ne sais pas donc quoi. Est-ce que je peux avoir des pistes, des choses où après derrière je peux adapter avec mes compétences pour entreprendre ?» Voilà. Tu as tout dit. Hein? Est-ce que je peux avoir des pistes et où je peux adapter avec mes compétences? Le plus dur, c'est de rentrer. Une fois qu'on rentre, une fois qu'on est patient, une fois qu'on travaille, une fois qu'on a assidu, une fois qu'on est dévoué pour ce qu'on a fait. Et d'abord, c'est de croire à ce qu'on veut faire. Et puis développer. C'est pas magique. C'est l'esprit. Mais quelqu'un qui vient de l'Europe ou des États-Unis et qui n'a pas cette humilité de comprendre que quand j'arrive, je ne suis plus dans la veste et la cravate. Regardez-moi aujourd'hui, je ne suis pas en veste et en cravate. Mais je me sens bien, aussi bien que celui qui est en veste et en cravate. Je peux mettre la veste et la cravate aussi quand je veux. Hein? Mais je vais dire, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est, tu es de la diaspora, tu as monté un projet, le projet est de la tête, tu veux faire le projet, surtout ne compte pas sur l'État. Beaucoup de gens qui vont m'écouter, ils ne seront pas contents, ne compte pas sur l'État. L'État, ce n'est pas un mec, hein. C'est toi, c'est nous, c'est tout le monde. Viens avec ton projet, sécurise le projet en Afrique comme tu veux le faire, assure-toi que tu as des clients. Coopère avec des gens qui ont l'expérience ici, des parrains. Quand je dis parrain, c'est au sens petit, c'est pas parrain au sens mafia. Hein? Et puis, accepte de te rabaisser, accepte d'être petit, comme les Mauritaniens, les gens du Burkina, tous les gens de la sous-région qui viennent en Côte d'Ivoire parce que c'est un Eldorado, parce qu'ils voient les gens qui viennent d'Europe, de Chine, qui viennent, parce qu'ils voient que c'est un Eldorado, sauf les Ivoiriens même, ou sauf d'autres Africains. L'Afrique, c'est un Eldorado aujourd'hui. Il faut rentrer dedans. Si vous ne rentrez pas, ça va être fermé, après, il n'y a plus de place.
Ouais, c'est clair. Donc, il faut venir, il faut accepter de rentrer dans le système et puis développer les affaires. D'accord. Hein, en tenant compte des réalités du terrain. Donc petit à petit, il faut vraiment petit à découvrir petit. et Petit à petit. Évoluer. Voilà, évoluer. Donc, il faut se fixer des étapes avec des deadlines et on essaie d'arriver, on se met dans le moule, hein, on arrive, on ne regarde pas les gens de haut, hein, on dit c'est des gens comme nous, c'est nous qui sommes les plus petits, on se fait petit et on monte avec eux. D'accord. Il faut instaurer la confiance avec les gens. Vous comprenez? Les gens les plus riches ici, je vous assure, les gens les plus riches, les vrais riches, hein, je ne parle pas des gens qui s'enrichissent avec ce que vous savez, je parle des gens les plus riches, les commerçants, les hommes d'affaires. C'est tous ces analphabètes que vous voyez, des gens qui ne sont pas loin dans le corps. Comment est-ce que vous, qui en savez plus, qui avez vu de bonnes choses, de grandes choses, vous ne pouvez pas venir faire la même chose puis l'améliorer? Je vous ai dit tout à l'heure que mon père était analphabète. Oui. Et mon esprit, c'était de venir faire comme lui. Et comme moi, je suis allé à l'école un peu, c'était de faire plus que lui. Plus que lui. Je n'ai pas encore réussi. Ah, à faire plus que lui, d'accord. Là, on va attaquer la troisième et dernière partie. D'accord. Donc, on va revenir sur des points clés. Ton premier échec, une fois que tu t'es rendu compte que c'était un échec, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as agi? Est-ce qu'il y a eu un esprit d'abandon ou tu t'es dit, bon finalement je vais me relancer, ça arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as pu réagir face à cet échec? Le premier échec que j'ai eu, comme je vous ai dit, c'était dû par ma naïveté. Je croyais que je n'avais pas compris qu'il fallait travailler avec des gens qui n'en savaient pas beaucoup. Je ne savais pas qu'il fallait les former, leur faire comprendre l'esprit et les objectifs que nous nous fixions. Et ça s'est mal passé. Nous avons perdu de l'argent parce que nous avons remboursé nos dettes pour garder notre crédibilité. Et après, on a monté d'autres petits business. Okay. Et vous savez, dans le business, il y a toujours 5% de chance. Mais pour avoir la chance, il faut exister. Ouais. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui va vous tendre la perche, qui va vous faire confiance. Mais pour vous faire confiance, il faut qu'il vous trouve en activité. Voilà. Et j'ai eu cette chance-là de tomber sur des gens qui avaient des besoins. Ouais. Et moi, j'étais dans ces activités-là parce qu'il fallait survivre. Après mon premier échec, je n'ai pas croisé les bras. Si je croise les bras, comment je mange? Comment je fais? Je suis un adulte, je me prends en charge. Donc, il fallait que je me débrouille, comme on dit. Ok, donc ça j'ai eu c'est cette chance-là. On retiendra en tout cas 5% de chance, mais surtout il faut être en activité. Il faut être en activité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pour dire que ceux qui entreprennent, ceux qui créent des business, peu importe, il faut qu'ils soient en activité, qu'ils sachent faire ce qu'ils font, parce qu'un jour l'occasion se présentera, et quand ça va se présenter, il faut qu'ils soient prêts, et que ce ne soit pas la moitié, parce que c'est peut-être l'occasion d'une vie. Voilà. D'accord. Merci, c'est ça. Alors, autre question. Finalement, quand tu regardes un peu toutes les activités, quelle est l'activité où tu t'es dit, là, j'ai lancé, je ne m'attendais pas à ça, mais finalement, ça a donné bien plus que ce que j'attendais. Parce que là, on a parlé d'échecs. Visiblement, personne ne mise un échec, à moins d'être un peu fou. Mais quand tu mises aussi ta réussite, tu imagines des chiffres. Tu vas te dire, j'aimerais bien vendre jusqu'à 2 millions de francs CFA. Et d'un coup, tu te rends compte que la demande est plus grande que tu l'imaginais et finalement, tu as vendu pour 6 millions. Quel est, à ce moment, moi je veux savoir surtout, hein, tu n'es pas obligé de dire si c'est une activité qui aujourd'hui tu aimerais garder encore dans l'anonymat, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'es dit, bon, cette activité-là, je ne misais pas ça, finalement ça donnait plus gros. Comment est-ce que tu t'es comporté et qu'est-ce que tu as fait derrière? Ce que je peux dire déjà, je ne veux pas dire ce que j'ai fait parce que je ne veux pas parler trop de moi. Ce n'est pas ça le but de cette interview. Mais je dis que par exemple, je suis dans une activité en ce moment. Ouais. Je fais l'immobilier rural. D'accord. On n'en a jamais entendu parler. Ça consiste à quoi? Ah, voilà. L'immobilier rural, ça consiste à satisfaire un besoin en maison pour la diaspora qui a l'habitude d'envoyer de l'argent en Afrique
pour investir dans leur village, leur contrée, et que cet argent est détourné par l'oncle, la tante, le cousin. Et moi, je me suis dit que je suis trop petit pour aller me battre à les multinationales. Je m'adresse aux mutuelles, je m'adresse aux syndicats, je m'adresse aux gens de mon village. Et c'est ce que je fais. Aujourd'hui, dans mon village, je suis en train de faire une opération immobilière de quelques maisons que je vends. Principalement, ma cible, c'est la diaspora. Vous qui n'avez pas la possibilité d'envoyer de l'argent à un oncle qui, après, va vous menacer pour rigoler, de sorcellerie. De sorcellerie, oui. D'accord. Alors, moi, je construis, et vous, ce que je fais, je construis 1 ou 2 maisons modèles, et les gens ont vu, et puis maintenant, ils m'envoient de l'argent, et je continue. Mais ils m'envoient de l'argent parce qu'il y a la confiance, parce que je suis une entreprise, j'existe. À part le travail de pompier que nous faisons là, d'importation de matériel de lutte contre les incendies, on a une entreprise de construction. Parce que quand on gagne l'argent dans un secteur, il faut diversifier. Notre diversification, c'est dans l'immobilier. Mais un immobilier particulier, c'est l'immobilier rural. Donc il y a bien une cible, voilà. Oui, il y a une cible. Et la cible, c'est la diaspora. Et donc finalement, tu ne t'attendais pas aux chiffres que tu as aujourd'hui? Je ne m'attendais pas aux chiffres que j'ai. Et j'ai beaucoup de demandes. Les gens me demandent d'aller construire dans leur village, d'aller construire à gauche, à droite. Et je pense que... Comment tu t'es donc adapté par rapport à ça? Parce que quand tu as une demande plus importante, finalement, il y a peut-être une phase de recrutement, tu as peut-être besoin d'agrandir l'équipe ou finalement d'avoir, si potentiellement tu livrais des maisons en 4 mois, soit peut-être de les livrer sur des durées un peu plus longues. Quelle a été toi ta méthodologie? Est-ce que c'est de recruter plus de personnes ou finalement d'allonger les durées de livraison du produit fini? Ce que je fais, d'abord je travaille avec des locaux. Parce que le but aussi, c'est de créer des emplois pour les locaux, les maçons locaux. Et je les forme en construisant, en créant, en produisant. Ils sont formés sur les techniques. Je vous donne un petit exemple. J'ai appelé un de mes gars qui s'appelle Kara, dans mon village à Kolia. J'ai dit, Kara, tu m'envoies une photo. Tu as mis les carreaux qui devaient être placés horizontalement, tu les as placés comme ça. Tu ne regardes pas Google, toi. Il faut regarder un peu. Il faut t'informer. Fais pas que regarder les Facebook, les nanas sur... Il faut regarder ton travail, là. Ça est sur Google, ça est partout sur Internet. Il faut voir les mœurs, les choses, les tendances. Bon, ces gens, on les enseigne. Et on envoie des gens de temps en temps pour aller... Le jeune homme qui était là tout à l'heure, qui nous a reçus, il va souvent en brousse, dans les contrées, pour aller voir comment les gens travaillent. Les gens ont la connaissance, mais il leur reste un petit quelque chose. Le monsieur, par exemple, il va te dire, patron, je veux 15 cartons de carreaux. Tu lui dis 15 cartons, c'est pour faire quoi? C'est pour couvrir quoi? Il dit non, j'ai vu ces 15 carreaux. J'ai dit non, il faut faire des maîtrises. Il faut les apprendre. À construire un devis. Voilà, faire des devis, des méthodologies. Ça, c'est un travail que nous sommes en train de continuer. Donc oui, puisque la demande devient de plus en plus grande. C'est pourquoi je vous dis la formation, c'est important. Et vous qui êtes dans la diaspora, vous pouvez venir, vous pouvez nous aider. Vous pouvez être utile. Et quelque chose que je veux vous dire, le diplôme, c'est pour satisfaire un challenge. C'est pas parce que tu as fait des études de mathématiques que tu dois être prof de maths. C'est pas parce que tu as fait des études de pharmacie que tu dois être pharmacien. N'est-ce pas? Moi, je fais du pilotage. Je pilote à titre, je vais dire... Comme vous avez vu ma petite école de pilotage ici, je pilote pour mon plaisir. Mais j'ai un autre métier qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait à l'université. Moi, je n'ai jamais su que j'allais vendre du matériel de lutte contre les incendies. L'école, c'est un challenge. Enlevez-vous de votre tête que parce que j'ai fait médecine, je dois être forcément médecin. Enlevez de votre tête parce que j'ai fait mécanique, je dois être forcément mécanicien. Si vous devez être, tant mieux. Mais si vous n'avez pas la possibilité de l'être, vous pouvez être autre chose. Vous pouvez faire autre chose. Vous avez appris les maths, la physique, la chimie et tout, des choses difficiles. Vous pouvez, comment on appelle? Vous pouvez, comment on dit ça? Vous pouvez passer d'un stade à un autre. Basculer dans... Oui, vous pouvez basculer dans un autre secteur.
vous formez dans un autre secteur. Ouais. Moi, je n'ai pas été formé en bâtiment, mais aujourd'hui, je connais le bâtiment à force de me forcer aux gens qui font le bâtiment. C'est un business où je savais que je devais gagner de l'argent, mais il fallait que j'apprenne les techniques de base, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. D'accord. Alors, j'ai une question très technique et très stratégique. Hein. Enfin, ça peut. Si aujourd'hui, tu revenais à zéro, c'est-à-dire que tu es un jeune garçon, un jeune homme, voilà, en Côte d'Ivoire, en 2023. Donc, on prend le cas de 2023. Donc, ne repense pas à ta jeunesse à cette fin, parce que voilà, les époques ont changé. Aujourd'hui, tu es un jeune homme ivoirien. Tu as, allez, on va dire 0 € dans ton compte bancaire, pour ne pas dire que tu pars avec une base. Hein. Tu peux après emprunter pour commencer un business. Et tu n'as pas de soutien particulier, mais tu as la possibilité d'emprunter. Et que tu te dis, bon, j'ai quelques connaissances et il faut que je trouve un moyen pour m'en sortir. Qu'est-ce que tu ferais? C'est tout? Oui. Qu'est-ce que tu ferais pour pouvoir t'en sortir? M'en sortir? Je fais quelque chose que d'abord j'aime. Ouais. Quelque chose que j'aime. C'est ce que je vais faire. Et tu as dit que j'ai la possibilité d'avoir un prêt ou quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que je fais ce que je fais? S'il existe, je prends, je vends, je prends, je vends, je prends, je vends. Comme les Asiatiques, ils viennent, ils vendent 1 nem, 2 nems, 3 nems, après ils font un kiosque de nems, après le kiosque de nems, ils font un restaurant, après le restaurant, il est importateur pour les autres Asiatiques qui font la même chose. Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire la même chose? On veut toujours commencer grand. Non, on ne commence pas grand. On veut toujours commencer. On vient de Paris, on arrive en Afrique, on veut être un grand homme, on veut faire les choses en grand. Non. Bas la terre, descendons, soyons humbles, commençons. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai un ami qui était aux États-Unis avec moi. S'il voit cette interview, il se reconnaîtra. Son père l'a fait rentrer parce qu'il a fait une bêtise. Hein? Lui, il est étudiant, il n'a pas d'argent, et il vient en vacances, et sa copine est enceinte. Et qui va nourrir l'enfant? Qui va nourrir la fille? Son père lui a dit, bon, moi je t'ai amené aux États-Unis, c'est des bêtises comme ça, tu viens faire. Allez, retourne. Il retourne au Sénégal, et il y avait la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'il fait? Il allait s'inscrire comme ouvrier. Malgré qu'il ait une licence en sciences, en technologie. Je crois qu'il faisait une licence en aviation. Okay. Il a fini, il est venu comme ouvrier sur un site de construction de football. Et il était tellement brillant que son patron lui a dit, mais toi, tu es sûr? En plus, il parlait anglais et tout ça. Tu es sûr que toi, tu es un vrai ouvrier? Tu n'es pas un espion? Il s'est ouvert à son patron, il lui a expliqué sa vie, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il se retrouve au Sénégal. Et ce monsieur lui a donné une opportunité. La vie est une opportunité. Et aujourd'hui, il a monté son entreprise. Non, attends. Je vais me taire parce qu'il va se... D'autres vont le reconnaître. D'accord. Okay, très bien, très bien. Alors aujourd'hui, entre un jeune, qu'est-ce que toi Alors tu as parlé tout à l'heure du travail, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de travailler pour comprendre aussi comment fonctionne le monde de l'entreprise, parce que demain, si on est chef d'entreprise, on a besoin d'avoir des bases, des skills, parce que quand on est chef d'entreprise, il n'y a pas de formation de chef d'entreprise, et finalement, c'est un peu en autodidacte qu'on agit, et c'est en fonction des erreurs qu'on s'adapte. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui a un peu fait le tour de quelques entreprises, qui se dit, est-ce que finalement, je me lance dans une activité que j'aime bien, parce que ça a aussi des challenges, hein. Ça demande aussi parfois plus de travail. Il y a des gens qui ont un contrat, ils travaillent 7 ou 8 heures dans la journée. Parfois, quand on est entrepreneur, on ne compte plus les heures, parce que tout ce qui nous intéresse, finalement, c'est ce qu'on veut gagner à la fin, c'est ce qu'on veut pouvoir atteindre. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais à un jeune Ivoirien, écoute, si tu as la possibilité d'entreprendre, et si tu as la capacité d'entreprendre, je te conseillerais d'entreprendre plutôt que de travailler, de continuer à travailler, de rester dans le système du travail. Ah oui. Aujourd'hui, pour le cas de mon pays, je dirais aux jeunes gens, ne comptez pas trop sur le travail, surtout le travail venant de l'État de Côte d'Ivoire. Essayez de voir si vous pouvez vous approcher pour faire des stages qualifiants.
pour vous former. Vous savez, même les commerçants libanais, parce qu'il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire, leurs enfants travaillent avec eux avant de se lancer. Ils apprennent. C'est rare de voir quelqu'un qui vient comme ça. Pardon. Même le gars qui va ouvrir un restaurant, il va travailler dans un restaurant pour apprendre le b.a.-ba de la gestion d'un restaurant. Puis après, il va ouvrir son restaurant. Ou bien il va ouvrir une filiale de son oncle, de son père. Alors, ce que je dirais donc à un jeune qui vient, qu'il apprenne le métier, par tous les moyens possibles, le métier qu'il veut faire, et qu'il se lance, qu'il n'ait pas peur, parce que tout le monde veut rentrer ici à l'école de police, tout le monde veut rentrer à la gendarmerie, tout le monde veut rentrer à la douane. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Ouais. Vous voyez, tout le monde ne rentrera pas. Mais pourquoi vous voulez être le malheureux qui ne rentrera pas? Donc, faites-vous violence et dites-vous que ces métiers dont rêvent les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas les meilleurs. C'est pour gagner combien? Rentrez dans l'entrepreneuriat. Essayez-vous dans l'entrepreneuriat. Je vous dirai quelque chose. La Côte d'Ivoire est un pays agricole où il y a beaucoup de produits qui se vendent. Les ananas, les oranges, la mangue, tout ça. Regardez les femmes qui vendent des mangues sur les bords des routes, à la rue des Jardins, sur la route d'Assini, je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Les femmes qui vendent les oranges, qui vendent les fruits et légumes, elles sont heureuses. Elles sont heureuses. Elles ont des investissements en dehors de ça. Elles n'ont pas attendu d'aller dans la fonction publique pour être où elles sont. Et je vous assure, si vous leur demandez d'aller travailler dans une entreprise, elles refuseront. Maintenant, il y a une question de mentalité. Nos jeunes ont été formés dans une mentalité d'assister. Des gens qui veulent être seulement des employés. Ouais. Et pour l'Afrique, ça ne marche pas. En Europe, ça peut marcher. Mais en Afrique, ça ne marche pas. Vous comprenez? Si les paysans produisent, il faut des gens pour transporter. Il faut des gens pour distribuer. Parce qu'il y aura toujours des gens qui mangent. Ouais. Et comme nos enfants qui sont là à l'école, ils ne veulent pas plus faire ce travail, c'est les analphabètes qui font ce travail. Ouais. Et les analphabètes qui font ce travail se constituent en mafia. Là, c'est des vrais mafias. Pour vous, pour entrer dans ces mafias-là, c'est dur. Est-ce que vous croyez que vous pourrez venir vendre de la viande en Côte d'Ivoire? Vous pourrez vendre du poisson au port? Vous ne pouvez pas. Parce que c'est géré par des organisations dans lesquelles vous ne pouvez pas rentrer. Ouais. Parce que vous avez toujours refusé de rentrer. Donc, comme la nature a horreur du vide, les autres sont rentrés et pour se protéger, c'est fermé. D'accord. Mais il y a plusieurs autres possibilités, il y a plusieurs autres opportunités. 3 dernières questions. J'ai une question importante à poser. Moi, j'ai beaucoup observé dans Abidjan notamment, quand on prend la voiture, quand on est sur la route, on voit beaucoup de commerçants, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de personnes qui vendent soit des chips, des arachides. Et très clairement, lorsque je vois ces stratégies de vente, je me dis simplement, c'est parce que ce sont des gens peut-être qui n'ont pas un parcours scolaire qui leur permet d'imaginer quelque chose de grand. Mais surtout, ça reflète quelque chose, c'est que finalement, les gens qui ont la fibre entrepreneuriale, qui ont le plus de fibre entrepreneuriale que je vois, ce sont des gens qui n'ont quasiment peut-être pas été à l'école. Et ceux qui ont été à l'école, qui ont du coup cette capacité de faire des choses plus grandes, ne sont pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est pas un grand problème pour la Côte d'Ivoire? C'est un grand problème pour la Côte d'Ivoire. Il faut rééduquer les gens. Il faut changer les mentalités. Vous savez, quand j'étais à l'école primaire, on nous demandait à chacun, toi, ton père, il est quoi? Il dit, ah, son père, il est médecin. Toi, ton père, il est quoi? Il est directeur d'école. Et quand on arrive à moi, on me dit, ton père est quoi? Je dis commerçant. Tout le monde se moque de moi. Tout le monde rit. Parce qu'ici, on a fait croire aux gens que faire du commerce, du business, c'est par dépit. Alors que c'est faux. Ces jeunes gens que vous voyez dans la rue, ce sont des jeunes gens qui sont voués au chômage. Il y a des gens qui les exploitent, qui sont derrière, qui font des chips en milliers et qui leur donnent pour aller vendre, pour leur permettre de se nourrir. Et maintenant, il y a aussi un trafic. Il y a des gens qui font venir des jeunes filles des pays environnants et qui
les exploitent, qui leur donnent ces produits-là à vendre. Il y a toujours des entrepreneurs derrière. Mais En bien ou en mal. D'accord. Il y en a qui le font en bien, il y en a qui le font en mal, qui ne payent rien à ces filles-là. Ok. Qui ne payent rien à ces enfants-là. Mais maintenant, il y a des gens qui achètent des produits avec des commerçants, des grossistes, et qui viennent vendre dans la rue. Ils ne payent pas de taxes, ils ne payent rien. Le grossiste, il est sûr que quand son conteneur arrive, il y a des gens qui vont acheter pour aller vendre dans la rue, en dehors des marchés. Ils ne paieront pas des taxes. D'accord. Ok. Aujourd'hui, tes entreprises, est-ce que tes entreprises se portent bien? Les entreprises de qui? Moi? De toi? Ah ben dis donc, quelle question. Moi, je pense que mes entreprises se porteraient bien dans d'autres circonstances. Dans d'autres circonstances. D'accord. Voilà, se porteraient mieux. Mieux. Parce qu'on cherche toujours mieux. Mais je ne me plains pas. D'accord. Je ne me plains pas. Je trouve que je suis bien et que je peux faire mieux. Et puis je peux aussi aider d'autres personnes à faire plus que moi. Hein? Et puis que notre pays avance, qu'on crée plus d'entreprises. Ok. Voilà. Donc ce que je retiens, la première chose, c'est que aujourd'hui, si un jeune entrepreneur veut agir, veut entreprendre, déjà il doit faire ce qu'il aime. Ah oui. Et au-delà de ça, il doit voir dans quoi il est bon, parce qu'il ne suffit pas d'aimer, parce qu'on peut aimer quelque chose, mais on n'est pas bon là-dedans. C'est ça. Et ensuite, il faut avoir le recul nécessaire de ne pas se précipiter, parce que les choses parfois viennent petit à petit dans le temps, pour avoir le temps d'assimiler. Alors, il faut exister. La dernière question que je poserai, qui est un exercice, moi je suis un jeune de la diaspora, je viens en Côte d'Ivoire, donc je vais prendre un exemple à peu près sur moi. Je viens en Côte d'Ivoire, j'ai déjà essayé d'entreprendre dans ma vie, j'ai entrepris dans quelques petits pays, j'ai travaillé en intégration de logiciels. Je connais un peu j'ai quelques compétences en marketing, quelques compétences aujourd'hui sur tout ce qui est vidéo, montage. Je viens en Côte d'Ivoire, je ne suis pas ivoirien, donc là je prends le cas de celui qui est dans la diaspora qui se dit ah ben tiens, parce que moi je dis toujours, hein, si un Africain peut aller vivre à Londres, il peut aller vivre en Espagne, en Italie, il peut aussi aller vivre en Côte d'Ivoire même si ce n'est pas son pays. Absolument. Donc je prends mon exemple, aujourd'hui si j'arrive en Côte d'Ivoire, si j'observe, je donne 3 choses que je vois principalement. Le transport, c'est-à-dire que beaucoup de gens investissent en Côte d'Ivoire sur le transport, mais je constate qu'il y a toujours un problème de transport, parce que je vois énormément de gens sur la route en train d'attendre des bus. La deuxième chose, la restauration, c'est quelque chose qui a explosé. La troisième, c'est l'immobilier. Je vois des constructions partout. Quand on enlève ces 3 choses, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs que toi, potentiellement, tu as pu voir, tu t'es dit, ce secteur-là, les gens ne sont pas beaucoup dessus, mais ce secteur, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne donne pas énormément à fond, je ne sais pas, mais demain, ça donnera où moi, je peux me dire, moi de la diaspora, tiens, je peux venir et travailler sur tel secteur. Est-ce que tu as une idée aujourd'hui de quelque chose d'autre, à part ces 3, j'ai envie de dire les 3 piliers fondamentaux de toute façon de la vie d'un homme, se nourrir, avoir un toit et puis se déplacer, quoi. D'accord. Vous avez dit, tu as dit tout à l'heure que tu as des connaissances en informatique. Un petit peu, oui, effectivement. Tu as des connaissances en marketing. Ouais. Et tu as entendu parler du président Obasanjo? Non, pas du tout. Oh, c'est un des grands présidents, le général Obasanjo, un des grands présidents du Nigeria. Non, le plus grand producteur de poulet en Afrique. D'accord. Le président de la République, il allait produire des poulets. Ok. Tu as dit que les restaurants marchent. Oui. Bon, pour que les restaurants marchent, il faut des intrants qu'on envoie. Exactement. La tomate, des oignons, du poulet, du poisson, de la viande et tout ça. Donc l'agriculture est un secteur dans lequel je peux encourager les jeunes de la diaspora à aller. Vous savez, les paysans, nos parents paysans, ils se font vieux et ils ont mis tous les enfants à l'école, y compris moi, et toi, tout le monde. Mais qui va s'occuper des champs? Il n'y a plus personne dans les champs. Voilà pourquoi en Afrique, les champs ne sont pas mécanisés. Parce que la population des paysans se fait vieillissante.
Et quand vous venez, venez avec vos connaissances, venez avec vos relations, venez développer les terres de vos parents. Maintenant, parlant de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est le pays le plus ouvert d'Afrique. Tu peux venir travailler, on ne va même pas te demander quelque chose. Tu peux acheter des terres en Côte d'Ivoire, on ne te demande rien. Je ne connais pas pour les autres pays, mais la Côte d'Ivoire, c'est comme ça. C'est le pays le plus ouvert en Afrique. Mais venez en Afrique, avec vos relations, un peu d'argent, beaucoup d'humilité, un peu de projets bien dessinés. Et puis, un peu de patience. Tout ne se passe pas du jour au lendemain. Mais vous pouvez aller dans l'agriculture. C'est un exemple que je donne. Toi, par exemple, tu as la barbe. Ouais. Ça pousse. Tu coupes. N'est-ce pas? Ouais. Tu vas toujours couper. Il y a des milliers de gens qui ont la barbe ici. Vous êtes 3 ici, vous avez tous des barbes. Mais il y a des moments où tu as envie d'aller dans un salon pour te couper la barbe. Bien sûr. Ça n'a l'air de rien, un salon de coiffure. Tu ouvres 1, 2, 3, 4, 5 dans tout le quartier. Tous les jours, tu vas encaisser. Et parce qu'il y a un besoin qui sera toujours là. Donc, regardez les besoins que la Côte d'Ivoire a et que les pays ont. Essayez de satisfaire ces besoins-là. Tout en tenant compte du contexte de la compétitivité et de vos adversaires d'en face. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le tissu économique, le tissu commercial, c'est géré par des groupes. Hein? Je ne veux pas dire de nom, c'est géré par des groupes, mais je suis sûr que malgré cela, vous avez la possibilité de vous y insérer. Surtout avec l'apport d'Internet. Vous pouvez vendre par Internet. Oui. Moi, j'achète par Internet. J'achète par Internet. D'accord, très bien. En tout cas, les amis, comme vous avez compris, cette interview est très intéressante, mais bon, à un moment donné, il faut bien qu'on l'arrête. Et j'espère que vous allez retenir ici les informations les plus importantes. J'espère que vous allez prendre ici les conseils les plus importants. On a essayé d'aborder un petit peu le sujet en parlant du parcours de Daouda jusqu'à voilà, un petit peu ses business. Daouda, quel est le dernier conseil aujourd'hui que tu donnerais à la jeunesse ivoirienne? La jeunesse ivoirienne est une jeunesse très sympathique, très ouverte, très généreuse, comme vous avez vu. Pendant vos vacances, vous avez eu l'occasion de voir. Ouais. Je dirais aux jeunes Ivoiriens de moins danser, de moins s'amuser, d'aller à l'essentiel, de laisser tomber le buzz. Il faut qu'on se comporte comme les jeunes asiatiques. Vous voyez, au lieu de s'asseoir autour de 100, 120 bouteilles, 200 bouteilles de bière pour faire des compétitions de bière, ce serait mieux de faire des compétitions dans l'Internet, dans la production, dans l'élevage et dans ces choses-là. Et je demanderai à l'État d'encourager les jeunes dans le travail et de faire la promotion des modèles. Les jeunes n'ont pas de modèles. Au début de notre interview, j'ai parlé de modèles. Il faut avoir des modèles. Quand vous demandez à un enfant aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Il te dit footballeur. 90% des enfants te disent footballeur. N'est-ce pas? Attendez. Après, qu'est-ce qu'ils te disent? Il veut être danseur. Et qu'est-ce qu'il veut être? Chanteur. Dans la technologie, rien. Rien ne les intéresse. Aujourd'hui, on est sur Internet, nous ne sommes que des utilisateurs d'Internet. Nous ne savons même pas comment ça fonctionne. Donc, je dirais aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains, de se refocaliser sur le travail, sur ce qui est utile. Et de ne pas hésiter, d'avoir le courage de faire ce qu'ils ont envie de faire. De ne pas avoir peur. Si certains ont le courage d'aller brouter sur les réseaux sociaux, ils peuvent mettre cette intelligence-là au service du bien. D'accord. Oui. Et que l'Eldorado, ce n'est pas ailleurs. Quand vous avez des jeunes qui dépensent 5 000 € pour traverser la Méditerranée, 5 000 €, même 1 000 €, on peut faire des affaires ici. On peut vendre du poulet, on peut vendre de la viande, on peut vendre des bananes. Des bananes séchées que vous avez vues. On peut faire quelque chose. Ouais. Je vous en prie, jeunes gens. Soyez courageux. N'ayez pas peur. Pour ceux qui sont à l'étranger, n'ayez pas peur de revenir en Afrique.
Mettez à profit vos vacances. Ouvrez les yeux, regardez ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis, essayez d'avoir des mentors pour vous parler, discuter avec eux en toute franchise. Mais comptez que sur vous. En tout cas, merci Daouda pour cet entretien, les amis. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cet entretien. C'était un plaisir, Daouda, de passer cette interview avec toi. Et peut-être au plaisir une prochaine fois où tu nous feras peut-être découvrir autre chose sur ce que tu fais, sur tes activités, notamment dans l'aviation. Ce sera en tout cas un plaisir. Merci encore.